Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais, avant tout propos, vous remercier pour votre présence ici, en ce jour. Au mois de mars, vous étiez pour la plupart avec nous pour le lancement des activités de la CAP Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, encore, vous êtes là. Cela est la preuve de l'attention que vous accordez à la Côte d'Ivoire, notre pays. Je voudrais donc, au nom de la CAP Côte d'Ivoire, vous saluer pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, nous avons décidé d'organiser cette première conférence de presse pour vous entretenir sur l'évolution de la situation sociopolitique préoccupante de notre pays. Notre intervention s'articulera autour de 3 points. Premièrement, le point de la situation sociopolitique. Deuxièmement, les principales causes de cette évolution. Et troisièmement, les conclusions et les recommandations de la CAP Côte d'Ivoire. Le point de la situation sociopolitique. Mesdames et messieurs, la situation sociopolitique de notre pays se dégrade rapidement. Il n'y a pas encore longtemps, les populations subissaient des déguerpissements inhumains et anarchiques à Yopougon, à Port-Boué, à Djamé, etc., jetant des milliers de familles dans la rue, et notamment des élèves en pleine année scolaire. Nous constatons aujourd'hui que des tensions émergent, ça et là. Vous vous souvenez qu'il y a peu, c'était la question foncière qui agitait le cœur de tous les Abidjanais, en particulier des Hachans. Rapidement, le cœur des producteurs d'anacarde s'est à son tour amèrement alourdi avec la mévente de leur production sur toute l'étendue du nord du pays, du centre-ouest du pays et du centre même du pays. Peu après, le Front social s'est embrasé avec la grève des enseignants. Et cette grève qui a été marquée par des arrestations inexplicables. Au niveau politique, les tensions sont de plus en plus vives. L'environnement sociopolitique s'est fortement dégradé à l'occasion de la révision de la liste électorale en 2025. Et il est à craindre qu'il se dégrade encore plus au cours de la mise en œuvre des différentes phases du processus électoral et à l'approche des élections d'octobre 2025. Tous, acteurs politiques, guides religieux de toutes les confessions, analystes politiques, journalistes et hommes de médias, les démocrates et observateurs critiques sont d'accord pour dire que le climat social et l'environnement sociopolitique ne sont pas bons. Les interventions, les alertes des médias, les mises en garde des guides religieux, du barreau des avocats, les débats des analystes politiques et les prises de position de certains élus sur cette question confirment tous cette tendance. L'environnement sociopolitique
se crispe et le climat social se détériore. La convocation dans une préfecture de police du porte-parole du PDCI-RDA, député de la Nation, pour avoir simplement annoncé une manifestation autorisée dans toutes les démocraties modernes, est une parfaite illustration de cette situation. Les ingrédients pour tout faire imploser se mettent progressivement en place sous nos yeux. Il est bon de rappeler que les élections présidentielles, parce que nous refusons de voir la vérité en face, occasionnent des morts en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Les statistiques macabres sont malheureusement là pour nous interpeller. Officiellement, on a dénombré en 1995 30 morts. En 2000, 300 morts. En 2010, 3000 morts. Et vous êtes d'accord avec moi que ces chiffres sont loin de refléter la réalité. En 2020, 87 morts, de nombreux blessés, l'emprisonnement de plusieurs personnalités de l'opposition. En Côte d'Ivoire, ici, en 2020, on a même joué avec la tête d'une victime. On a joué au ballon avec la tête d'une victime. La CAP Côte d'Ivoire, dont l'un des principes est de recourir au dialogue pour la résolution des problèmes, souhaite que ce cycle de violence prenne fin. La CAP Côte d'Ivoire pense qu'il est temps d'agir en concertation avec tous les acteurs pour réinstaurer un climat de confiance et un environnement politique apaisé pour des élections sans violence cette année. En fin 2025, nous ne devons pas à nouveau avoir des morts à l'issue des élections. On ne doit plus tuer ou se faire tuer pour son opinion. On ne doit plus brutaliser ou se faire brutaliser pour son opinion. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Les causes de la dégradation de la situation sont de plusieurs ordres. Nous allons nous en tenir à celles qui sont les plus importantes au regard de ce qui se passe sur le terrain. Première cause, le refus du dialogue politique par le gouvernement. En effet, depuis août 2024, l'opposition a interpellé le gouvernement sur la nécessité d'ouvrir le dialogue politique par le biais d'un point de presse. Cela a été formalisé par la suite par 2 courriers au chef de l'État en septembre et en octobre 2024. Au lieu d'ouvrir le dialogue, le gouvernement a, par le truchement d'une réponse du ministre de l'Intérieur, refusé de faire droit à la requête de l'opposition au motif qu'il n'y en avait pas besoin. Il considère que les rencontres de 2022 ont traité tous les problèmes. Nous sommes en 2025 et il faut bien convenir que les besoins ont évolué et qu'il est nécessaire de les examiner à nouveau. Deuxième argument, la surdité du pouvoir sur les revendications légitimes de l'opposition relatives à la RLE
et la nécessité de la reprendre en 2025. Conformément aux dispositions de la loi, les nouveaux majeurs et les personnes qui ont pu se faire délivrer des documents en vue de se faire inscrire sur la liste électorale sont donc exclus du processus électoral. La RLE, lancée du 19 octobre au 10 novembre 2024, est prolongée d'une semaine au 17 novembre 2024, n'a pas donné de résultats satisfaisants. L'objectif de l'opération était d'enregistrer 4 500 000 requérants. La CEI elle-même a annoncé qu'elle n'a recensé que 769 747 nouveaux électeurs. Troisièmement, l'analyse de la liste provisoire. Cette liste qui nous a été distribuée le 17 mars 2025 par la CEI aux formations politiques. Cette liste montre que la liste électorale a été établie de façon approximative, avec pour conséquence de nombreuses anomalies. Et on peut citer, entre autres, des électeurs qui sont plus âgés que leurs géniteurs, des électeurs qui n'ont pas de lieu de naissance, des électeurs dont le lieu de naissance du père est inconnu, des électeurs dont le lieu de naissance de la mère est inconnu, des électeurs mineurs au moment de leur enrôlement, des migrations sauvages d'électeurs d'une commune à l'autre sans leur consentement. Plus de 6 millions d'électeurs inscrits en violation flagrante de l'article 7 du Code électoral. Et de nombreux morts figurant encore sur le fichier électoral. Malgré les appels de l'opposition pour faire le point sur ce qui précède là, et pour faire auditer cette liste, le gouvernement RHDP et la CEI ont refusé d'entendre des raisons. La suspension des représentants du PPACI, du PDCI-RDA et du FPI des activités de la CEI est un autre signal du profond malaise sociopolitique que traverse notre pays. L'article 5 nouveau de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 fixe le nombre de membres de la commission centrale de la CEI à 15 membres. Mais dans les faits, la commission centrale de la CEI est aujourd'hui composée de 18 membres. Et ces 18 membres sont répartis comme suit. Une personnalité proposée par le président de la République, une personnalité proposée par le ministre chargé de l'administration du territoire, 6 personnalités issues de la société civile, dont un avocat proposé par le barreau, une personnalité proposée par le Conseil national des droits de l'homme et 4 personnalités proposées par les organisations de la société civile. Un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. 4 personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir. Et 5 personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition. Avec la suspension des activités de la CEI, des 3 partis de l'opposition, PPACI, PDCI et FPI, ces structures se trouvent donc
déséquilibrée. La commission centrale de la CEI, avant même la suspension des activités de la CEI, du PPACI, du PDCI et du FPI, était déjà dominée par le parti au pouvoir. Avec la récente suspension des activités de la CEI de ces trois partis d'opposition, la commission centrale de la CEI est entièrement contrôlée par le parti au pouvoir. L'organe censé être l'arbitre impartial des élections n'est donc pas neutre. Les commissions électorales locales sont aussi sous l'emprise du pouvoir RHDP. En effet, sur 630 commissions électorales locales, 610 sont présidées par des militants du RHDP, parti au pouvoir. Cette CEI n'a donc plus de fondement légal et ne peut donc plus organiser d'élections légales et crédibles. Il s'agit, en cinquième position, de l'élimination par des artifices juridiques peu dignes d'un état de droit de certaines personnalités fortes susceptibles de se porter candidats en 2025. Ainsi, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Soro Kibafori Guillaume et le ministre Charles Blé Goudé ont été écartés. Et l'on tente maintenant d'éliminer le président Tidiane Thiam de la compétition. Sixième point, il s'agit enfin du projet d'un quatrième mandat que le RHDP veut, contre vents et marées, offrir à M. Alassane Ouattara, en violation flagrante des dispositions constitutionnelles de notre pays. Mesdames et messieurs, ce sont là les principales causes de la situation de tension et de la détérioration de l'environnement sociopolitique que nous vivons actuellement. Cette situation est réelle, palpable et alarmante. Tous les acteurs politiques responsables doivent le reconnaître. Le déni peut nous conduire loin et induire des conséquences imprévisibles. Quelles sont nos conclusions et nos recommandations? La CAP Côte d'Ivoire appelle à témoin toute la communauté internationale et toute la nation ivoirienne sur le fait que nous marchons vers l'organisation de notre élection présidentielle par un organe qui n'a plus aucune légalité. La CAP Côte d'Ivoire rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base de discussions consensuelles et sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Elle demande au pouvoir et à tous ses démembrements d'œuvrer à la création d'un environnement politique et social apaisé pour un scrutin sans tension en 2025 et en conséquence de convoquer le dialogue politique avec les partis dans l'opposition et les organisations de la société civile. La CAP Côte d'Ivoire réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimales nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2025.
une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État. La CAP Côte d'Ivoire exige l'organisation de la RLE en 2025, conformément aux dispositions du Code électoral. La dissolution de la CEI et la mise en place d'un autre organe véritablement indépendant, capable d'organiser des élections crédibles sans la présence de représentants des partis politiques en son sein. L'audit de la liste électorale, la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale Soroki Bafori Guillaume et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Elle s'oppose à toute tentative de radiation de M. Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA et président de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire de la liste électorale. La CAP Côte d'Ivoire recommande la stricte application des dispositions de la Constitution qui excluent les candidats ayant fait 2 mandats. Et c'est le cas pour M. Alassane Ouattara. La CAP Côte d'Ivoire réclame fortement la convocation du dialogue politique dans notre pays. Afin de faire aboutir ces revendications pour des élections inclusives, des élections sans violence. Et à ce titre-là, donc, elle annonce à toute la nation l'organisation le 31 mai prochain d'un grand meeting à Abidjan. Ça va être le premier. Cela va être le premier grand meeting de la CAP sur les questions fondamentales qui aujourd'hui risquent de mettre en mal l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans notre pays. Et c'est pour ça qu'elle annonce également que d'autres actions d'envergure vont être organisées après ce premier meeting qui va être un grand meeting. Les dates de ces autres actions seront précisées ultérieurement au fur et à mesure. La CAP Côte d'Ivoire entend faire usage de tout l'arsenal légal en utilisant tous les moyens démocratiques pour se faire entendre et exprimer la volonté populaire. Avant ce grand rassemblement, la CAP Côte d'Ivoire entend prendre toute l'opinion nationale et internationale à témoin à travers une tournée d'information et d'échanges auprès des chancelleries, des groupes religieux, des chefferies traditionnelles, des organisations syndicales, etc. Elle va également organiser des mini-meetings dans des quartiers pour préparer ce grand meeting du 31 mai 2025. L'organisation de notre grand meeting a été confiée au président Blé Goudé, président du COJEP. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez pris conscience du poids extrêmement historique et important qui pèse sur vos épaules. La CAP Côte d'Ivoire demande donc à ses militants et à ses militantes, à ses sympathisants et à l'ensemble des Ivoiriens épris de paix et de justice
de rester debout, de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre à venir. Fait à Abidjan le 5 mai 2025. Je vous remercie. Ok, bonjour chers tous, je me présente, je suis Eco Diamant du média affairage.net. Comme vous le savez, voilà. Nous on s'affaire, on cherche à savoir. Aujourd'hui on a pris le soin de vous écouter en long et en large. J'aimerais savoir, vous avez dit que vous prévoyez un grand meeting ce 31 mai. Voilà. En cas de refus de ce meeting, nous sommes en Côte d'Ivoire. En cas de refus de ce meeting, quel serait votre plan B pour l'organisation de ce meeting? On ne sait jamais. Merci. C'était juste à ma question. Merci. Deuxième intervenant, s'il vous plaît. Je suis Gobson Zago, du quotidien La Nouvelle Alliance. Je disais donc que la question de la transparence des élections 2025, peut-être pour ceux qui suivent l'actualité, ne date pas d'aujourd'hui. En 2023, madame, vous étiez à Bouaké et vous avez exigé la refonte de la CEI pour les élections municipales et régionales qui devraient se tenir en cette année-là. Malheureusement, vous n'avez pas été entendu. Les Ivoiriens sont allés aux élections. On a vu les résultats catastrophiques, mais émaillés de fraudes que tout le monde a dénoncées. Aujourd'hui, avant octobre 2025, vous reprenez le même combat. Et si vos adversaires, c'est-à-dire les organisateurs de ces élections, restaient sourds à votre cri de cœur, qu'alliez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Merci. Merci. C'est ma question. Pour vous, il aurait pu se limiter à 2 mandats en 2020. Alors que tout récemment, l'occasion avait été donnée de faire des contestations à la CEI. Et on n'a pas vu cela. Et pourquoi? Pourtant, ce qui avait été le cas pour d'autres candidats. Pourquoi ce silence? Merci. Yaoukan, je représente Muntu Media. Alors ma question c'était de savoir, on a pu voir que dans les revendications et depuis le début de Cap Côte d'Ivoire, on a parmi les revendications la réintégration, donc la réinscription de M. Laurent Gbagbo sur les listes électorales. On a pu voir aussi qu'il a lancé récemment un mouvement, donc Trop c'est trop. Je voulais savoir quelle est la position donc, de Cap Côte d'Ivoire par rapport à ce mouvement Trop c'est trop. Est-ce que Cap Côte d'Ivoire compte se allier à ce mouvement ou pas du tout? Quelle est en tout cas la position de Cap Côte d'Ivoire par rapport à ce mouvement? Merci. On aimerait savoir le lieu du meeting du 31 mai. Merci. Merci beaucoup. Bon, nous avons enregistré les 5 premières questions. Quelle serait notre réaction en cas de refus du meeting? Le meeting, là, c'est une activité qui est autorisée par la loi. Donc, dans un régime, dans notre pays en tout cas, la Constitution autorise la tenue des meetings et même des meetings politiques. Tous les meetings ne sont pas de nature politique, mais la loi autorise la tenue des meetings et même des meetings politiques. Nous avons fait la demande. Eux-mêmes, ils en font régulièrement. Nous ne voyons aucune raison pour qu'ils refusent. Mais s'ils refusent, eh bien, nous traiterons à ce moment-là de ce qu'il faut faire pour obtenir que le meeting soit organisé et tenu. Je voudrais rappeler que
la tenue de ces rassemblements-là ne fait pas l'objet de demande d'autorisation. C'est pas ce que la loi dit. La loi dit, vous déclarez que vous allez tenir votre organisation. Vous donnez les détails, vous demandez l'espace, bien sûr, parce que l'espace, c'est soit un espace géré par l'État, soit un espace géré par des privés. Donc, l'espace ne vous appartient pas, vous faites la demande pour obtenir l'accès à l'espace. Mais vous n'avez pas à demander une autorisation pour tenir votre meeting. C'est ça la réponse que je voudrais donner pour le moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de parler du plan A, du plan B, du plan C, du plan D. C'est vrai, mais nous espérons que notre plan A, qui est de tenir le meeting là, nous allons pouvoir respecter ce plan A. La nouvelle alliance parle de la transparence des élections de 2025. C'est vraiment le sujet. Nous estimons que dans nos pays là, qui sont des pays fragiles, dans nos pays qui sont des pays même convoités, il est important que lorsque nous organisons ces rencontres-là, ces élections-là, qu'il y ait un minimum d'entente, n'est-ce pas, de toutes les parties prenantes au moment où on va aux élections. Que c'est la seule façon d'obtenir des élections apaisées. Vous avez vu, je peux remonter jusqu'à l'époque où le FPI même dirigeait le pouvoir. Le nombre d'années que nous avons pris à discuter avec même la rébellion à cette époque-là pour avoir la possibilité de tenir des élections apaisées. C'est extrêmement important de pouvoir rassembler, n'est-ce pas, toutes les parties prenantes dans un débat pour décider qu'est-ce qu'on va faire, comment on va mettre en application la loi, comment on va corriger la loi pour que les choses se fassent de façon apaisée et dans la confiance de tout l'électorat. Et vous-même, vous le dites, depuis 2023, je pose ce problème. 2023, nous étions à Boaké et j'ai posé cette question à Boaké. 2024, nous étions à Bondoukou, j'ai posé cette question à Bondoukou. Ensuite, tous les, je les appelle camarades, tous les présidents de partis qui sont rassemblés ici aujourd'hui avec nous, nous avons discuté de cette question-là. Il est important que nous obtenions, pour une fois, des élections apaisées dans notre pays. Qu'est-ce que nous allons faire si ceux qui sont au pouvoir restent sourds? Nous allons encore faire appel à vous qui êtes de la presse pour nous aider. Nous allons faire appel à la communauté nationale, à la communauté internationale pour nous venir en appui. Nous, là, nous ne sommes pas des preneurs d'armes pour aller attaquer un organe ou une organisation politique pour imposer notre point de vue. Nous sommes pour la discussion. Nous sommes pour le dialogue. Et le dialogue, là, ça ne signifie pas que nous sommes faibles. Ça ne signifie pas que nous sommes peureux. Ça signifie simplement que nous voulons que l'opinion nationale soit respectée, que les vies humaines soient respectées, que les libertés humaines soient respectées dans notre pays. Et vous dites que nous avons posé le problème de l'élection de la candidature de M. Alassane Ouattara. Mais c'est une question que nous posons et que nous reposons. Dans notre pays, là, il y a la Constitution. Et quand la Constitution a été rédigée et même modifiée, il a été clairement affirmé que cette Constitution-là
ne créait pas une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est la constitution ancienne qui a été améliorée, qui a été corrigée. Et donc, le fait de venir revendiquer cette nouvelle constitution comme l'aptitude à présenter un nouveau mandat, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas correct. Il y a eu un passage en force en 2020. Ça a été un passage en force. Et c'est pour ça que nous disons, en 2020, il y a eu un passage en force. Nous ne souhaitons pas qu'en 2025, il y ait un nouveau passage en force. Vous dites, pourquoi est-ce qu'au moment où il y a eu l'examen de la RLE, nous n'avons pas soulevé la question? C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sur une liste électorale qu'automatiquement la personne est éligible. La personne peut avoir la capacité d'être électeur, mais nos lois disaient à l'époque que tu peux être inscrit sur la liste électorale. Si tu n'as pas payé tes impôts là, ton dossier sera refusé par le Conseil constitutionnel qui décide qui est candidat, qui n'est pas candidat. Mais tu es sur la liste électorale. Le fait de ne pas payer ces impôts-là, ça ne t'empêche pas d'être sur la liste électorale. Donc, c'est deux choses différentes. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que M. Alassane Ouattara, il a été président de la République en Côte d'Ivoire 2 fois de suite. La Constitution ivoirienne dit, au bout de 2 mandats, là, vous ne pouvez plus être candidat. Il y a eu un, un abus en 2020, un passage en force en 2020. Nous ne souhaitons pas de passage en force en 2025. Voilà ce que nous disions. Pour la question d'une initiative trop c'est trop, je vais donner la parole au vice-président du PDCI qui va répondre. Maintenant, après cela, il y aura une dernière question sur le lieu du meeting. Je donnerai la parole au président Blé Goudé. Madame la Présidente, donc je suis Georges-Philippe Ezalé, vice-président du PDCI RDA, également donc vice-coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA, dont le coordonnateur est le ministre d'État Bombé. Je suis également conseiller spécial du président Tidiane Thiam. Alors, concernant cette question donc du mouvement qui est mis en place par le président Laurent Gbagbo, il faut vous rappeler qu'à notre première rencontre ici, le premier point de presse qui a été fait ici, au cours duquel il y a eu donc une déclaration qui a été signée pour demander le dialogue politique, si vous vous rappelez, le PPACI était présent, c'est dans cette salle. Et donc, nous avons commencé cette aventure-là de nous mettre ensemble avec le PPACI. Il se trouve que, chemin faisant, par stratégie certainement, ils ont donc mis en place un autre mouvement et fort heureusement, nous sommes encore tous les trois ensemble, Mme Danielle Monique Lavery, M. Abizi et moi-même, avant la sortie officielle de Cap Côte d'Ivoire, on a été les trois qui avons été mandatés pour aller voir donc nos amis du PPACI pour dire on a commencé notre coalition ensemble, on doit faire la sortie officielle tel jour, on vient donc vous l'annoncer, on souhaite que vous soyez donc avec nous pour qu'on continue l'aventure. C'était donc avec le directeur exécutif du PPACI, le ministre, le professeur Dano Diédié. La réponse qui a été faite au cours de cette
importante rencontre a été de dire, les frères, les amis, nous sommes avec vous. Sachez que tôt ou tard, on va se retrouver. Donc pour l'heure, on vous donne notre bénédiction pour votre sortie, mais il faut retenir surtout que tôt ou tard, on va se retrouver. Et donc, avec l'évolution de ce qui se passe et l'annonce donc de ce mouvement Trop c'est trop, aujourd'hui on comprend un peu mieux. Mais c'est même mieux qu'on ne mette pas tous les œufs dans le même panier. Parce qu'il est même mieux qu'on s'organise en tant que parti de l'opposition de manière différente, au lieu de mettre tous les œufs dans le même panier, parce que sinon, on nous étouffe tous en même temps. Et donc, nos amis du PPACI sont en train donc de faire ce mouvement. Nous, on a ce mouvement donc de CAP Côte d'Ivoire, cette coalition, et forcément, les actions communes vont se faire pour atteindre l'objectif. La preuve, PPACI a suspendu ses activités au niveau donc de la CEI. Vous avez vu que le PDCI, dont le président Tidjane Thiam est le coordinateur de la conférence des présidents de CAP Côte d'Ivoire, le PDCI également donc est sorti et le FPI également donc a suivi. Donc ce sont des actions combinées qui permettront donc d'arriver au même résultat, au même but, c'est d'avoir des élections transparentes, inclusives, sans violence. Je terminerai en disant que, pour rappel, il faut se souvenir que ce n'est pas la première fois que ça se passe ainsi. Si vous vous rappelez, en 2020, il y avait le PDCI qui était donc dans cette coalition qu'on appelle la CDRP. Mais enfin, à l'époque, ce n'était pas le PPACI. Bon, il y a eu un petit... Mais le président Gbagbo et le FPI étaient avec ce qu'on appelait, à l'époque, dans la plateforme EDS de Georges Armand Ougna. Mais ensemble, nous avons donc travaillé une plateforme dans laquelle était donc le président Gbagbo à travers EDS et une plateforme dans laquelle était le PDC à travers donc CDRP pour faire des actions communes sur le terrain, dont le grand meeting qui a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny, dont tout le monde se souvient. Donc, je peux dire vraiment que on travaille pour la même chose et donc progressivement, on va se retrouver. D'un point de vue stratégique, c'est important. Voilà ce que je peux répondre. Je voulais juste ajouter 2 mots à ce que Ezalé vient de dire. Et par rapport aux 2 questions importantes qui ont été posées par certains journalistes, d'abord, le mouvement Trop c'est trop. Mais Trop c'est trop, là, on est déjà dedans. C'est pas une affaire c'est pas seulement une affaire de Gbagbo Laurent. On a commencé ça il y a longtemps. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que c'est trop, c'est trop. Donc, il ne faut pas regarder si c'est Gbagbo qui a lancé le mot d'ordre, si c'est PPACI, si c'est ceci, c'est cela. C'est trop pour tous les Ivoiriens. Voilà. Et donc, chaque fois qu'une organisation va lancer un mot d'ordre dans ce contexte, nous sommes tous concernés. Que ce soit le PDCI seul, le COGEB seul, MGCI seul, que ce soit dans le cadre de la CAP, nous sommes concernés. Parce que nous sommes tous conscients que trop, c'est trop. Donc, trop, c'est trop, là, c'est un mot d'ordre national. Et tout ce que nous entreprenons, nous le faisons parce que trop, c'est trop. Ça, c'est la première chose. Mais c'est une question qui rejoint aussi des préoccupations qui ont été émises en ce qui concerne
Ferraille.net et Nouvelle Alliance qui pose la question, que ferez-vous si votre meeting est empêché, que ferez-vous si les autorités restent sourdes à vos revendications? Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que parce qu'un meeting est empêché, on va aller s'asseoir et puis on va au champ? Ou bien mais on résiste, on continue, on se bat. Donc si une activité qui est légale est empêchée, nous allons nous donner les moyens pour insister. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire reculer la dictature. C'est un combat que nous engageons. Donc ne pensez pas qu'on va nous ouvrir la voie pour que nous fassions tout ce que nous avons envie de faire jusqu'à aller occuper le fauteuil présidentiel. Il y aura une résistance en face de nous. Et nous devons être prêts à combattre ces résistances au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Donc, à partir du moment où la loi est avec nous, à partir du moment où nous savons que nous nous battons pour nos droits, nous devons être prêts à affronter toutes les résistances et à faire tomber toutes les barrières. Parce que ce combat, nous l'inscrivons dans le cadre de l'élection, mais c'est le combat pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire. D'abord, le combat que nous devons mener pour que demain nos enfants n'aient plus à mener ce combat, n'aient plus à faire ce genre de réunions parce qu'on a exclu X ou Y de la liste électorale, parce qu'il y a une liste électorale qui est une fabrication de nos adversaires politiques, etc., etc. C'est un combat que nous menons depuis presque 30 ans, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le combat n'est pas achevé. De toute façon, le combat pour la liberté, elle est permanente. Donc, il faut que chacun s'apprête. Ne pensez pas que le combat que nous allons mener là, si nous voulons atteindre l'objectif, que ça va être un combat facile, simple. Nous aurons à affronter des difficultés. Et c'est nous, l'élite, la direction du mouvement là, c'est nous que les Ivoiriens regardent. Parce que les Ivoiriens, les militants de base, ils sont prêts. Ils le demandent chaque fois qu'on les appelle à des meetings. Mais est-ce que les leaders politiques là, ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à libérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Merci. APA News a posé la question relative au lieu du meeting. C'est-à-dire là où le meeting du 31 mai va se tenir. Excusez-moi pour ma voix, je sors d'une grande tournée, je suis rentré hier nuit. Et avant de parler du lieu du meeting, parlons des enjeux du meeting, qui est une action d'expression. Ce que nous voulons a été exprimé par notre porte-parole, qui a fait l'objet de larges discussions, notamment des élections inclusives, créer un cadre de dialogue, des élections apaisées pour que, à l'issue du scrutin de 2025, on puisse compter les bulletins et non les morts, la réinscription sur la liste électorale des personnalités qu'on a exclues, dont le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, et moi-même Charles Blé Goudé. Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir la personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années. Vous allez applaudir ça d'abord. Pour donc faire aboutir ces revendications et ces meetings, le 31 mai, que vous soyez PDCI-RDA, que vous soyez COGEP, que vous soyez MGC, FPI, URD, AIRD, tous les autres partis politiques, faisons tomber ce jour-là les barrières politiques. Soyons un pour notre nation, parce que là, il s'agit de la vie de notre nation.
Ce meeting aura lieu à Abidjan. Et je mesure tout le poids, comme la première dame l'a dit, que Cap Côte d'Ivoire vient de mettre sur ma tête. Mais j'adore les défis. Et je compte sur vous. Dans les jours qui arrivent, nous allons préciser le lieu de ce meeting-là. Trouver à Abidjan un lieu qui va accueillir ce déferlement. Il dit la place de la République. Là-bas, ils ont planté les fleurs là-bas maintenant. Alors, nous allons trouver un lieu qui peut accueillir tout ce monde qui veut s'exprimer, qui veut se faire entendre et qui veut une élection paisible en Côte d'Ivoire. Dans les jours à venir, nous allons nous réunir, les différents secrétaires à l'organisation des différents partis politiques. Parce que ce n'est pas seulement une affaire des Blé Goudé, c'est notre affaire à nous tous. Tous, nous sommes concernés. Nous allons nous rencontrer, nous allons nous organiser, nous allons réfléchir pour trouver le lieu qui va nous permettre d'accueillir tout ce grand monde qui va venir de partout. Vous serez donc situés dans les jours à venir. Je vous remercie. Je suis journaliste pour l'agence France Presse. Est-ce que l'absence de Tidjane Thiam depuis plus d'un mois vous gêne à la CAP Côte d'Ivoire? Et est-ce que vous savez quand est-ce qu'il reviendra? Merci. Ok, je m'appelle Kamaluddin Itagba, je viens de l'agence de presse Bloomberg. J'ai une question pour la coalition. Le parti PDCI aura un grand événement, en train de penser à une manifestation probablement le 8. Est-ce que la coalition compte les soutenir au cours de cette manifestation? Parce que la dernière fois, lorsque le président du groupe parlementaire PDCI s'est prononcé sur la question, les gens, il y a des critiques qui ont dit qu'il n'y a pas eu de mobilisation. C'est pourquoi peut-être la manifestation a été reportée. Maintenant, puisqu'on écoute, on entend que la coalition soutient vraiment la candidature du président Thiam et qui soutient vraiment le parti PDCI, RDA. Est-ce que la coalition sera présente le 8 pour soutenir le parti PDCI RDA au cours du procès qui aura lieu le 8? Merci. Mais moi, c'est mon rôle à Ferrage.net et je suis obligé. Et cette fois-ci, ma question est adressée au président Charles Blé Goudé. On vous a confié aujourd'hui ce grand challenge-là, l'organisation de ce meeting du 31 mai. Qu'est-ce qui a poussé les premiers responsables de votre organisation de vous confier ce grand défi qui aura lieu ce 31 mai? Est-ce parce que c'est M. Charles Blé Goudé qu'on a connu dans les années 2010-2011 où lorsqu'il parlait, il faisait sortir un mot de sa bouche, automatiquement la jeunesse, la population, tout le monde sortait? Est-ce que vous pensez que c'est le même Charles Blé Goudé de 2010 qui galvanisait, qui mobilisait encore cette jeunesse-là? Vous n'avez pas peur de ce challenge qui vous est confié? Merci. Je suis Abdelaziz Diallo, correspondant de RFI à Abidjan. Ma question est de savoir, vous demandez, Cap Côte d'Ivoire demande aujourd'hui une nouvelle RLE, demande également le renouvellement de la CEI, pardon. Est-ce que nous sommes à quelques mois seulement de l'élection, est-ce que c'est faisable selon Cap Côte d'Ivoire, non seulement une nouvelle RLE, mais également le fait donc de revenir, de renouveler la CEI, voilà, un nouvel organe, vous avez demandé. Merci beaucoup. Je vais commencer à répondre à la question de l'AFP concernant l'absence de M. Tidjane Thiam et puis le VP Zalé va terminer sur cette question-là. Au moment où nous avons constitué la CAP Côte d'Ivoire, nous avons réfléchi sur la direction de la CAP Côte d'Ivoire. Nous avons examiné la possibilité qu'un responsable soit absent. Principalement le coordonnateur, il peut être absent pour une raison ou pour une autre. Il peut être absent même du pays. Il peut être absent de la ville où l'activité se déroule, mais il peut même être absent du pays. Et donc nos textes sont prévus que quand il n'est pas là, c'est le premier porte-parole qui dirige la CAP. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Il n'est pas là, donc c'est moi qui dirige la CAP
le jour où il reviendra, il reprendra sa place pour continuer de diriger la CAP. En attendant, on se parle de temps en temps. Et puis, voilà. Maintenant, lui-même, là où il est, il continue aussi de travailler et de combattre, etc., pour que les activités avancent. Vous savez, avec les nouvelles technologies, on peut ne pas être... La Covid a montré cela, on peut ne pas être présent, mais on est présent. Et donc, le président Tidjane Thiam est informé de chaque détail donc, de nos actions. Il suit de très près ce qui se passe. De là-bas où il est également, il y a d'autres missions qu'il accomplit pour le compte de Cap Côte d'Ivoire également. La preuve, aujourd'hui, vous avez vu, c'est des hautes personnalités du PDCI qui sont là, le coordinateur général Akossi Bengio, les députés qui sont là. Donc, le PDCI est pleinement engagé dans ce processus. Et il a demandé donc que je le représente quand il n'est pas là, et donc c'est ce que je fais. Je pense que ça se passe très bien. À tout instant, il est informé de ce qui se passe, il donne ses orientations. Et comme l'a dit madame, c'est une organisation qui a été mise en place de manière collégiale en disant, quand le coordinateur n'est pas là, la première porte-parole coordonne les activités. Si elle n'est pas là, la deuxième porte-parole, qui est Mme Bonine Claverie. Donc, c'est vraiment, on a pris toutes les dispositions pour ne pas qu'il y ait une vacance au niveau donc, de la tête de Cap Côte d'Ivoire. Donc, cela peut vous rassurer. Merci. Concernant encore le PDCI, le PDCI va faire une manifestation le 8. Oui. Quid de la contribution de la participation de Cap Côte d'Ivoire dans cette action-là pour soutenir le PDCI RDA. Nous sommes très attentifs à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce qui s'organise, parce que nous estimons que c'est l'union qui fait la force. Et dans cette action-ci, où nous sommes malheureusement, je dirais, confrontés au pouvoir RHDP, nous estimons qu'il est important que nous nous concentrions sur l'action et que nous rassemblions nos forces pour être le plus efficace possible. Donc nous allons suivre cela pour voir un petit peu ce que cela va donner. Troisième question, pourquoi avons-nous confié le meeting à M. Blé Goudé? Et vous avez posé la question directement à M. Blé Goudé. On lui donnera le micro pour répondre. Mais je voudrais dire que quand nous organisons comme ça des actions, c'est ensemble que nous décidons de qui doit faire quoi. Par exemple, on vous a dit que nous allons envoyer des missions auprès de toutes sortes d'organisations, les ambassadeurs des pays étrangers dans notre pays, les responsables d'organisations confessionnelles, les responsables d'organisations de la société civile. Nous avons dit que nous allons... Donc, la décision va être là également collégiale pour savoir qui doit faire quoi, qui doit aller où. Et c'est donc ensemble que nous avons décidé de confier l'organisation du meeting à M. Blé Goudé. Mais vous êtes d'accord avec moi que nous avons bien choisi notre président, notre PCE. Il faut qu'à l'intérieur de la CAP Côte d'Ivoire, nous exploitions, que nous mettions à contribution les capacités personnelles des responsables et des individus qui y sont. Mais je vais donner la parole à Blé Goudé. Non, ça va? C'est bon? Ok, d'accord. Bon, voilà. Tu veux dire quelque chose? Je crois que c'est très important ce qui a été dit par Madame la Présidente. Pour aller voir le PPACI, Madame Bonine Claverie conduisait la délégation au nom du Cap Côte d'Ivoire. Donc, des rôles sont confiés effectivement à des présidents pour les activités donc, du Cap Côte d'Ivoire.
Et pour le meeting du 31 mai, ce qui a été dit, c'est que le président du comité d'organisation de ce meeting, ce sera donc le président du COJEP, ce sera Blé Goudé. Mais c'est un comité d'organisation qui, en son sein, donc, aura donc des représentants du PDCI, du MGC, pour les différentes activités, hein, transport logistique, etc., etc. Donc, ce n'est pas lui tout seul, mais il est le PCO, n'est-ce pas? Il est le PCO. Mais c'est de manière collégiale que ce meeting sera organisé. Voilà. La dernière question concerne la RLE et puis le renouvellement de la CEI. Je m'attendais un peu à cette question-là, à cette remarque-là, peut-être de la part des responsables du RHDP ou des responsables de la CEI qui vont dire, est-ce que ce n'est pas trop tard? Hein? Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser les choses comme ça en état? Parce que la date de l'élection approche. Hein? Quand la question vient de la part d'un journaliste, je me dis, mais est-ce que le journaliste là, il suit bien tout le combat que nous menons là? Ou bien il se fait l'avocat du RHDP, ouais. Je vous rappelle que cette question-là, nous l'avons soulevée depuis 2023 et que nous avons écrit au président de la République depuis 2024. Ils avaient le temps de prendre toutes les dispositions et donc l'argument de c'est trop tard, c'est un argument qui ne peut pas nous être opposé. Et je souhaite que les journalistes même plaident en notre faveur plutôt qu'en la faveur des autorités et des responsables de la CEI avec de tels arguments. Si on veut faire les réformes là, aujourd'hui encore, on peut s'asseoir, on peut discuter, on peut faire les réformes et puis on peut organiser des élections propres et transparentes en octobre 2025. Voilà mon point de vue. Et être factuel. Factuel. C'est le document du gouvernement du recensement général de la population d'habitat qui dit, et je cite, que la population de nationalité ivoirienne âgée de 18 ans et plus est de 12 593 428. Et ça, c'était en 2021-2022. 12 millions. Population de nationalité ivoirienne âgée de 18 ans et plus. Donc, ça veut dire ceux qui doivent pouvoir aller voter. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui le dit, après le recensement de 2021. 12 500 000. Et aujourd'hui, ce même État constate qu'il n'y a que 8 millions sur la liste. Et normalement, ça devrait être donc la responsabilité de l'État de tout faire pour qu'on ne laisse pas des Ivoiriens en dehors du processus électoral. Là, il y a près de 4 millions, peut-être même 5 millions aujourd'hui. Et fort heureusement, à la dernière révision, on a eu un nombre assez important. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui devaient avoir leurs pièces. On leur a fait bas, viens, bas, viens, bas, viens. Au moment où ils ont eu leurs pièces, on dit, ah ben non, c'est terminé. Mais ces personnes-là ont leurs pièces. Donc, tout ce qu'on demande, pourquoi on veut exclure des Ivoiriens alors que c'est leur droit de pouvoir s'inscrire sur la liste et de pouvoir exprimer leur vote pour choisir le président de la République. On ne devait même pas faire un débat là-dessus. C'est le gouvernement qui devait dire
je prends l'engagement de faire en sorte que vraiment le maximum. Mais là, on est en train de les supplier. On est en train de pousser depuis, comme elle dit, depuis 2023, 2024. Et puis, en face, il n'y a rien. Comme si on fait exprès pour exclure des Ivoiriens par rapport à leur droit de vote. Alors qu'on sait, ce sont des chiffres qui disent qu'il y a près de 4 millions. Alors, la CEI nous donne un tableau. Moi, j'ai le tableau devant moi. Allons en profondeur. Ils disent, bon, avril-mai 2025, prise en compte, intégration dans la base de données électorale des décisions contentieuses. Juin, validation, arrêt de la liste électorale définitive. Juin. Mais en mai, là, on peut même avancer, parce que c'est fini, le contentieux est fini. Ils n'ont qu'à sortir la liste même en mai. Ils attendent quoi pour attendre jusqu'en juin? Ils peuvent sortir la liste du contentieux là, en mai, là. Et nous, nos services, nos experts, j'ai le document devant moi ici, on fait des simulations pour démontrer qu'on peut faire une révision de la liste électorale cette année 2025 avant les élections d'octobre 2025. Il y a un chronogramme qui a été établi à partir de la liste définitive là, qui est prête. Mais en 2015, en 2020, ce n'est pas en juin qu'on doit faire les RLE. Ce n'est pas en juin. Mais même juin, on peut faire également la même chose. Donc, diantre, quel est le problème de refuser de faire une RLE? La CEI refuse, et puis, bon, le parti au pouvoir est d'accord. Parce que c'est l'opposition seulement qui réclame, mais eux, ils sont d'accord. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. On exige vraiment cette RLE-là en 2025 et tchoko. Il faut connaître cette RLE-là pour permettre à des Ivoiriens qui ont leurs papiers maintenant de pouvoir s'inscrire là. Même si c'est 2 semaines, ok, ouvrons. C'est le jeu démocratique. Mais on ne peut pas refuser. Donc c'est ce que nous disons, nous. Faisons en sorte qu'il y ait donc une révision de la liste électorale en 2025 pour permettre à tous ceux qui ont eu leurs papiers au dernier moment de pouvoir s'inscrire. Et même à de nouveaux également donc, de pouvoir le faire. C'est ça qui est demandé. Il n'y a pas 1000 choses. On veut des élections propres en 2025. Et puis, je vais terminer là-dessus. Dites-moi. On dit le président Bobo n'est pas sur la liste. C'est pas ça? On dit Charles de Goudet n'est pas sur la liste. On veut un dialogue politique pour qu'on puisse, parce que c'est politique, pour qu'on en discute. On espère qu'on va l'obtenir, n'est-ce pas? Mais si pas extraordinaire, c'était le cas. Moi, je voudrais revenir sur tout le discours qui vous a été lu et exprimé par la présidente et insister sur le fait que tous les éléments, tous les ingrédients sont en train de se mettre en place pour que nous ayons une crise préélectorale. Et le rôle que nous nous donnons à la CAPCI, c'est justement d'être les porte-paroles de nos populations qui nous font savoir qu'elles ne veulent plus que le sang coule pour le choix d'une seule personne. Et c'est une responsabilité que nous avons et que nous tenons à tenir jusqu'au bout. C'est pour ça que nous élevons la voix et que nous interpellons le gouvernement pour lui dire « Voilà quelle est votre responsabilité, c'est de nous réunir. Nous sommes des Ivoiriens, nous pouvons parler tranquillement, sans avoir chacun un colt dans la main, nous pouvons parler de notre pays et essayer de trouver des solutions, même minimales, mais qui nous permettront de faire en sorte que le sang ne coule plus. » Tout à l'heure, ça a été rappelé, la tête du petit Kofi Toussaint qui a été prise pour un ballon de football. Mais c'est une tâche sur le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est une tâche collective que nous avons, que nous supportons et nous disons que nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses.
Donc nous interpellons le gouvernement. Une RLE peut se faire. La CIE, nous avons la CEI plutôt. La CEI, nous avons tellement travaillé là-dessus en 2020. Tous les partis réunis, la CDRV dont vous parliez, tous les partis avec le FPI d'alors, etc. Tous, nous avons travaillé ensemble sur l'organisation, les propositions à faire pour qu'une nouvelle je vais pouvoir le dire, commission électorale puisse être formée avec la société civile. S'il y a une volonté politique, rien ne peut nous empêcher, dans des délais même très courts, nous sommes préparés. Et c'est ce rôle que nous voulons jouer au niveau de la CAPCI. Ça n'est pas facile, mais comme ça a été dit, nous irons jusqu'au bout, nous irons étape par étape, mais nous sommes décidés à nous faire entendre, que ce soit de l'opinion publique, et nous entendons et nous vous demandons, à vous, les journalistes, d'être nos porte-parole aussi auprès de la population, pour lui faire comprendre qu'elle a aussi un rôle à jouer, un rôle d'accompagnement, un rôle de compréhension, pour faire en sorte qu'elle n'accepte pas non plus qu'on puisse empêcher une classe politique de faire ce qu'elle a à faire pour éviter que le sang ne coule. C'était vraiment ma petite contribution. Merci. Merci. À la fin de ces échanges-là, remercie encore toute la presse qui a fait le déplacement et qui est venue pour non seulement écouter, prendre note, comprendre nos positions, mais poser des questions pour encore mieux comprendre et mieux faire comprendre ces positions-là par tous les auditeurs et par tous les lecteurs. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Je voudrais, en finissant, lancer de nouveau un appel, non seulement à tous les militants de tous les partis membres de la CAP Côte d'Ivoire, mais à tous les Ivoiriens, pour le meeting qui va se tenir ici à Abidjan le 31 mai 2025. Les lieux précis vous seront communiqués rapidement, mais nous comptons sur votre mobilisation, sur votre venue en grand nombre pour échanger, n'est-ce pas, sur la place publique, je dirais, avec les responsables des partis membres de la CAP. Merci beaucoup et bon retour chacun chez soi. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse la nation ivoirienne. Nous allons donc nous tenir debout.